Kempeitai, Japon. Presque tout le monde a entendu parler de la Gestapo et des SS, mais l'un des services répressifs les plus brutaux de la Seconde Guerre mondiale portait un nom bien moins connu. La Kempeitai, la police militaire de l'armée impériale japonaise, fut créée en 1881 sur le modèle de la gendarmerie militaire française et s'occupait au départ de la discipline militaire ordinaire. Mais avec la montée du militarisme japonais dans les années 1930, la Kempeitai devint un instrument de terreur dans les territoires occupés. Après la chute de Shanghai en 1937, ces agents occupèrent le bâtiment connu sous le nom de Bridge House. On y arrêtait des personnes accusées d'activités anti-japonaises et d'espionnage, on les enfermait dans des cages de fer, on les battait et on les torturait. Une attention particulière était portée aux journalistes étrangers qui couvraient les crimes de guerre japonais en Chine. La Kempeitai était également responsable d'avoir contraint plusieurs milliers de femmes venues de Corée, d'Indonésie, d'Indochine et de Chine à l'esclavage sexuel dans les soi-disant stations de réconfort. L'île de Guam, capturée en 1941, fut rebaptisée Omiya-jima et sa capitale prit le nom d'Akashi. Vers 1944, les agents de la Kempeitai avaient établi sur l'île un contrôle policier total sur la population locale. Le service fut désarmé et dissous en août 1945, immédiatement après la capitulation du Japon. Mais ces crimes servirent de base aux accusations lors des procès de Tokyo et de Khabarovsk, y compris l'utilisation d'armes bactériologiques contre la population civile. NKVD URSS. Une troïka spéciale pouvait décider du destin d'un homme en moins d'une minute, sans même ouvrir le dossier de son affaire. Le Commissariat du peuple aux affaires intérieures, le NKVD, réunissait au sein d'une seule structure le renseignement, la milice, la garde-frontière et le système de camps, la Direction générale des camps, connue sous le nom de Goulag. Le 30 juillet 1937, le commissaire Nikolai Yedjov signa l'ordre numéro 00447. Le document fixait pour chaque région un plan précis. Combien de personnes envoyées dans les camps et combien en faire fusiller. Les soi-disant troïkas spéciales, composées d'un représentant du NKVD, du parti et du parquet, rendaient leur sentence sans défense et sans droit de recours. Les quotas initiaux furent rapidement épuisés et les régions se mirent à rivaliser entre elles, demandant à Moscou l'autorisation d'arrêter et de fusiller au-delà de la norme fixée. Au total, plus d'1,5 million de personnes furent arrêtées durant les années 1937 et 1938, dont environ 680 000 furent fusillés. 3 des 5 maréchaux de l'Union soviétique périrent, et le nombre de hauts commandants réprimés dépassa leur effectif réel. Certains furent fusillés après avoir été promus à titre posthume. Les opérations massives furent officiellement arrêtées par une décision du 17 novembre 1938. Mais le système de camps et la pratique des troïkas extrajudiciaires survécurent longtemps à leur créateur. Yedjov lui-même fut fusillé dès 1940, devenu un témoin gênant de trop. Daili, Juntong, Chine. Barbara Tuchman, la chercheuse américaine, a qualifié un jour cet homme de croisement chinois entre Himmler et Edgar Hoover. Daili naquit en 1897 dans la province du Zhejiang et entra en 1925 à l'académie militaire de Whampoa où il se rapprocha du futur chef du Kuomintang, Chiang Kai-shek. En 1935, Daili prit la tête d'un département spécial d'opérations clandestines du renseignement du Kuomintang et après une réorganisation en 1938, cette structure devint un service indépendant, le Bureau des enquêtes et des statistiques, connu comme le Juntong. Le service menait la terreur contre les occupants japonais et les collaborateurs du gouvernement de Wang Jingwei, mais réglait avec la même cruauté ses comptes avec les opposants politiques au sein même du Kuomintang. Les exécutions extrajudiciaires se comptaient par milliers. Vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Juntong, dirigé par Daili, comptait 100 000 agents et informateurs. Après l'entrée des États-Unis dans la guerre, Daili prit la tête d'une organisation de renseignement conjointe sino-américaine et obtint accès à un équipement et à une formation américain moderne. Le 17 mars 1946, Daili mourut dans un accident d'avion près de Nankin,
sans avoir vu la défaite finale de son protecteur Chiang Kai-shek dans la guerre civile. Ovra, Italie. Après l'attentat contre Benito Mussolini en 1926, un service vit le jour en Italie dont le nom devint à lui seul synonyme de terreur pour les Italiens. L'Ovra, la police secrète italienne, fut officiellement créée en 1927 sous la direction du fonctionnaire de police de carrière Arturo Bocchini. Le service devait détecter et réprimer toute activité antifasciste dans le pays. Le réseau d'agents de l'Ovra comptait environ 50 000 informateurs, infiltrés dans pratiquement tous les domaines de la vie italienne, des ateliers d'usine aux salons aristocratiques. Vers 1930, le service organisait jusqu'à 20 000 rafles et perquisitions nocturnes par semaine, et son fichier de suspects comptait plus de 130 000 noms. Environ 6 000 personnes arrêtées, principalement des communistes et des militants du mouvement Justice et Liberté, comparurent devant un tribunal spécial ou furent déportés vers des îles isolées de la Méditerranée. Un autre axe de travail de l'Ovra était la surveillance du Vatican. Ces agents rassemblaient des éléments compromettants sur de hauts membres du clergé et les recrutaient comme informateurs par chantage. Le 2 avril 1936, Heinrich Himmler signa personnellement un protocole de coopération avec l'Ovra, prenant le service italien comme modèle pour la création de la Gestapo. Après la chute du régime fasciste, la plupart des agents de l'Ovra, y compris son sous-directeur de longue date Guido Leto, passèrent sans difficulté au service de renseignement de l'Italie désormais républicaine. Siguranța, Roumanie. Des citoyens soviétiques ayant survécu à l'occupation roumaine affirmèrent plus tard que ce service dépassait en cruauté même la Gestapo et le NKVD. La Siguranța, la police secrète du royaume de Roumanie, remontait à 1908 et s'occupait au départ de lutter contre les partis d'opposition et les minorités ethniques. Avec l'instauration de la dictature d'Ion Antonescu en 1940, le service fut rebaptisé « Service spécial de renseignement » et lancé dans la répression de la clandestinité communiste en Bessarabie et en Transnistrie. Des agents de la Siguranța participèrent aux exécutions massives de juifs et de citoyens soviétiques à Odessa occupée, ainsi qu'à la traque du mouvement partisan dans les territoires occupés d'Ukraine et de Moldavie. Après la chute d'Antonescu en août 1944, le chef de la Siguranța, Eugène Cristescu, tenta de se cacher à la campagne avec une partie des archives secrètes, mais fut arrêté dès le lendemain. Avec l'ancien dictateur, il fut emmené en Union soviétique, où on lui arracha des aveux avant de le renvoyer en Roumanie pour y être jugé. Le service, presque sans changement de personnel, se mit à poursuivre ses propres anciens protecteurs, les légionnaires et les partisans du Troisième Reich. Puis, après la proclamation de la République populaire, ses fonctions passèrent entièrement à un nouveau service à la réputation plus sinistre encore, la Securitate. Bosna, Utpa, Yougoslavie. En mai 1944, les partisans de Josip Broz Tito créèrent un service secret dont la première tâche ne fut pas de combattre les occupants, mais d'épurer leur propre pays. Le département de protection du peuple, connu selon sa transcription serbo-croate comme l'OSNA, fut dirigé par le plus proche collaborateur de Tito, Aleksandar Ranković. Dès 1945, les agents de l'OSNA entreprirent de liquider les collaborateurs, les membres du mouvement tchétnik et les simples mécontents du nouveau pouvoir. Le 6 mars 1946, un groupe de l'OSNA arrêta le chef tchétnik Draza Mihailović, plus tard fusillé à l'issue d'un procès resté quasiment secret. Parallèlement se poursuivait l'extermination des Allemands, des Hongrois et des Croates suspectés d'avoir collaboré avec les occupants. Les victimes de cette épuration se comptaient par milliers, indépendamment du degré réel de leur culpabilité. En 1947, l'OSNA fut renommée Administration de la sécurité d'État, connue sous le nom d'UDBA. Après la rupture de Tito avec Staline en 1948, le service dirigea la répression contre ses propres agents suspectés de sympathie pro-soviétique. Beaucoup furent envoyés sur la tristement célèbre île-camp de Goliotok. Ainsi, un service secret né pour lutter contre l'occupation se transforma, en quelques années seulement, en instrument de terreur contre son propre peuple. UNS, Croatie.
L'un des gardiens du camp organisa un concours de vitesse pour tuer des prisonniers et, en une seule journée, égorgea au couteau spécial 1360 détenus. Le service de surveillance Ustashi, connu sous le nom d'UNS, fut créé dans l'État indépendant de Croatie le 16 août 1941 par la fusion du renseignement Ustashi et de la structure administrant les camps de concentration. Le troisième département de l'UNS, connu comme la défense Ustashi, était directement responsable du système de camps. Le plus grand d'entre eux fut Jasenovac, construit en mai 1941 au confluent des rivières Sava et Una. C'est là que, le 24 août 1942, se déroula parmi les gardiens le concours de meurtre décrit plus haut, dont le vainqueur fut récompensé par une montre en or et un service en argent. En janvier et février 1942, 2 fours crématoires entrèrent en service à Jasenovac, brûlant 15 000 corps en 3 mois. Pendant l'hiver 1944 et 1945, le rythme des exterminations ne fit que s'accélérer. 15 000 nouveaux détenus furent tués dès leur arrivée au camp. Selon différentes estimations, entre 83 000 et 700 000 Serbes, Juifs et Tziganes périrent en tout à Jasenovac. En janvier 1943, l'UNS fut officiellement dissous et ses pouvoirs transférés à la direction de l'ordre public. Mais la machine des camps continua de fonctionner jusqu'en avril 1945. SD, Allemagne. Ce sont précisément les officiers de ce service qui furent chargés de diriger les pelotons d'exécution ayant exterminé en 2 jours à Babi Yar plus de 33 000 personnes. Le service de sécurité du Reichsführer SS, connu sous le nom de SD, fut fondé en 1931 comme appareil de renseignement du Parti national-socialiste et s'occupait au départ exclusivement de la protection de la direction. Le 26 juin 1936, Heinrich Himmler plaça Reinhard Heydrich à la tête du SD et de la police de sécurité. À partir de 1939, le service intégra l'Office central de la sécurité du Reich, où il s'occupait du renseignement politique et du travail d'analyse, tandis que les arrestations restaient traditionnellement la tâche de la Gestapo. Ce sont des officiers du SD qui dirigeaient les Einsatzgruppen, unités mobiles de répression opérant à l'arrière des troupes en progression. En mai 1941, à la veille de l'invasion de l'Union soviétique, 4 de ces groupes furent formés, se répartissant le front selon un principe géographique. Le 2 juillet 1941, Heydrich envoya au chef des groupes l'ordre de procéder à l'extermination des fonctionnaires et des Juifs avec la plus grande sévérité et sur l'espace le plus large possible. Le 4 juin 1942, Heydrich lui-même mourut des blessures reçues lors d'un attentat à Prague. Au procès de Nuremberg, le SD fut officiellement déclaré organisation criminelle. Orpo, Allemagne. Des réservistes déjà âgés, dont beaucoup n'avaient jusqu'alors tenu en main que des dossiers de bureau, reçurent l'ordre de fusiller en une seule journée 1500 personnes désarmées. L'Orpo, la police d'ordre de l'Allemagne nationale socialiste, était formellement chargée de patrouiller dans les rues, de réguler la circulation et de maintenir l'ordre à l'arrière, et non de mener des opérations répressives. Le 101e bataillon de police de réserve, formé d'habitants de Hambourg déjà avancés en âge, reçut à l'été 1942 l'ordre de se rendre dans le village polonais de Józefów. Le commandant du bataillon, le major Wilhelm Trapp, annonça à ses hommes la mission: séparer les hommes en âge de travailler et les envoyer dans un camp de travail et fusiller sur place, dans la forêt voisine, les femmes, les enfants et les vieillards. Trapp fit une proposition rare pour l'époque. Ceux qui ne se sentaient pas la force d'accomplir cette tâche pouvaient s'écarter. Sur 500 hommes, seule une douzaine environ usèrent de ce droit. Dans les heures qui suivirent, le bataillon tua environ 1500 juifs. Par la suite, ces mêmes policiers furent régulièrement employés aux déportations vers Treblinka et à des opérations de fusillade similaires dans tout le district de Lublin. L'enquête sur les agissements du bataillon ne commença en Allemagne de l'Ouest qu'à la fin des années 1950. À ce moment-là, beaucoup de ses anciens membres travaillaient depuis des années tranquillement dans la police de Hambourg, et les fusillades de Juifs n'étaient formellement pas considérées comme un motif de poursuite pénale.
Kripo, Allemagne. Le chef de ce service commandait personnellement une unité répressive ayant exterminé environ 46 000 personnes en Biélorussie, tout en présidant en même temps Interpol. La Kripo, la police criminelle du Troisième Reich, enquêtait formellement sur des crimes ordinaires, meurtres, viols, incendies volontaires, et ressemblait par ses missions à la police judiciaire de n'importe quel autre pays. À partir de 1936, le service fut dirigé par Arthur Nebbe, et dès 1939, la Kripo intégra l'Office central de la sécurité du Reich comme son 5e département. De juin à octobre 1941, Nebbe, sans quitter son poste de bureau, commanda personnellement l'Einsatzgruppe B, opérant sur le territoire de la Biélorussie et ayant exterminé environ 46 000 personnes, en majorité juives. Parallèlement, une unité raciale spéciale fut rattachée à la Kripo, chargée d'étudier et d'établir des profils de la population tzigane. Les données recueillies servaient aux déportations ultérieures vers les camps d'extermination. Des agents de la Kripo venaient régulièrement renforcer les rangs des Einsatzgruppen, et Nebbe lui-même présida en même temps, jusqu'en 1944, l'Organisation internationale de police criminelle, Interpol. Le 20 juillet 1944, Nebbe se retrouva parmi les participants au complot contre Hitler. Le 2 mars 1945, le tribunal populaire le condamna à mort, et il fut pendu le lendemain à la prison de Plötzensee. Si la vidéo vous a plu, mettez un like et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines enquêtes.